Ceci est un livre audio autogénéré par Google. 1. Approche théorique générale. Vers un modèle dynamique des compétences culturelles, en guise d'introduction. Yitin Li IESE Business School, Universidad de Navarra. Vincent Calvé Groupe ESCA et CRG, École Polytechnique. 1. Introduction. Le monde actuel favorise la rencontre de cultures différentes et tout un chacun, ou peu s'en faut, est amené à croiser des personnes ayant des représentations différentes, notamment en milieu professionnel, et à devoir entretenir avec elles des relations de moins en moins ténues. Autant dire que nul ne peut échapper aux défis posés par l'interaction interculturelle. Les milieux de travail mondialisés nécessitent, de fait, des compétences culturelles aptes à supplémenter l'expertise technique des professionnels. Elles sont susceptibles de permettre aux travailleurs de saisir le sens implicite, souvent caché, des situations culturelles nouvelles, de réagir de manière adéquate, et de faire face au stress et aux émotions négatives provoquées par les conflits de normes et le sentiment d'incertitude qui les engendraient. Ces compétences sont devenues aujourd'hui indispensables tant aux dirigeants d'entreprises multinationales qu'à chaque travailleur œuvrant au sein d'une organisation, quelle que soit sa taille et son secteur. Ceci étant, il faut admettre que les connaissances relatives aux compétences culturelles sont aujourd'hui embryonnaires et ce, malgré le nombre important de publications qui leur ont été consacrées ces dernières décennies. De surcroît, des vues divergentes existent quant à leur nature même. Ces compétences sont-elles universelles ou spécifiques? Sont-elles assimilables à des traits personnels, par exemple aux traits de personnalité? Peut-on, et dans quelle mesure, les développer? Si oui, par quels moyens? Est-il possible de les développer comme on développe, par exemple, les compétences d'un ingénieur? Existe-t-il des facteurs qui, au plan collectif, peuvent influencer leur exercice? Dispose-t-on de méthodes ou de connaissances suffisantes pour évaluer les compétences culturelles d'un individu et lui proposer ensuite des programmes de développement adéquats? Autant de questions qui restent à ce jour sans réponse. C'est pourquoi ce champ de recherche nous offre des possibilités de compréhension et des ouvertures passionnantes. Les nombreuses sources de confusion, d'ambiguïté et de paradoxes que ne manquent pas de poser les rencontres interculturelles, nous poussent à entreprendre des réflexions plus poussées pour faire avancer les connaissances dans ce domaine, avec l'objectif de les rendre actionnables dans les pratiques managériales. Ce chapitre vise à offrir, avant d'introduire les contributions qui composent l'ouvrage, des pistes de réflexion permettant d'affiner certains aspects de notre savoir en matière de compétences culturelles. Cependant, pour répondre aux questions posées ci-dessus, plutôt que de fournir une simple liste de compétences à développer chez les acteurs interculturels, nous préférons proposer un cadre général qui puisse servir de nouveau point de départ pour le développement futur des compétences culturelles, au plan théorique et pratique. Dans un premier temps, nous ferons un tour d'horizon de la littérature dans le domaine. Nous appréhenderons ensuite, afin de mieux saisir leur nature dynamique et leurs niveaux multiples, des aspects peu développés des compétences culturelles, à savoir les aspects identitaires et contextuels. C'est alors que nous proposerons un cadre théorique intégrant ces réflexions, que nous lirons au développement de ces compétences. Enfin, nous présenterons les textes recueillis dans la logique de cet ouvrage, levant le rideau de la scène pour les lecteurs. 2. Les compétences culturelles, état des lieux. Les compétences culturelles peuvent être définies comme l'ensemble des connaissances, habiletés, capacités et compréhensions qui permettent à un individu les possédant de comprendre les comportements, les valeurs et les représentations de personnes culturellement différentes de lui-même, et d'agir d'une manière acceptable de leur point de vue afin de faciliter la communication et la collaboration. Miller, 1994, Nordhaug, 1998, Hurley et Hang, 2003. À la suite du courant de recherche sur les facteurs clés de réussite dans l'expatriation, Mendenhall et Audoux, 1985, Black, Mendenhall, Esperluette Audoux, 1991, Arthur et Bennett, 1995, les compétences culturelles ont commencé à prendre pleinement leur place au tournant du XXIe siècle, les auteurs proposant un corpus de connaissances dont l'utilité va bien au-delà de la seule expatriation. Plusieurs chercheurs ont entrepris des études sur les compétences culturelles, E.G. Hurley et Hang, 2003,
Emden Turner et Trompenars, 2000, Magala 2005, Thomas et Ingson 2003, même si parfois ils utilisent des termes différents, notamment celui d'intelligence culturelle. La liste des compétences culturelles est longue. Certaines qualités individuelles ont très tôt été repérées comme étant des compétences clés pour la réussite des expatriés. Par exemple, Mendenhall et Odou, 1985, proposent comme qualité déterminante dans l'expatriation la capacité de maîtriser le stress, celle de développer un bon rapport personnel avec les locaux, sans oublier la volonté de communiquer et la capacité de décoder et comprendre les comportements des étrangers. D'autres chercheurs, se basant sur l'hypothèse que certains traits psychologiques stables peuvent aider une personne à former des attitudes et comportements favorables dans l'interaction interculturelle, prennent appui sur la notion de personnalité pour comprendre comment une personne est susceptible de réussir dans un milieu interculturel. Parmi les 5 dimensions de la personnalité les plus établies, IE, The Big Five, Ward et Hall, 2004, démontre que la stabilité émotionnelle et l'extraversion ont contribué de façon positive à l'adaptation des expatriés dans un pays d'accueil. Les résultats de Schaffer et Hall, 2006, rendent également évident le rapport positif entre la stabilité émotionnelle et l'ouverture aux expériences, d'un côté, et l'adaptation et la performance au travail, de l'autre. Néanmoins, de nombreuses questions se posent à l'issue de ces résultats. Est-il possible de conclure que les compétences culturelles ne renvoient qu'à la personnalité ? Peut-on comprendre ces compétences dans une situation particulière uniquement grâce à des dimensions très générales liées à la personnalité ? S'il s'agit d'une question de personnalité, comment peut-on améliorer les compétences culturelles d'un individu à travers un programme de formation, training ? Afin de répondre à ces questions, Leba O'Sullivan, 1999, distingue les compétences culturelles stables et dynamiques, en utilisant les 3 dimensions proposées par Black et Mendenhall, 1990. Selon cet auteur, il est en effet possible de séparer les éléments stables, principalement les 5 traits de personnalité, et les éléments dynamiques, les connaissances culturelles, la confiance, la capacité de gérer le stress et de résoudre les conflits et le questionnement critique, etc. Van der Zee et Van Oudenhoven, 2000, ont développé un questionnaire de personnalité multiculturelle, indiquant que l'ouverture, la stabilité émotionnelle, l'initiative sociale et la flexibilité sont des critères importants pour la sélection des expatriés. Ces auteurs soutiennent que ces 4 dimensions permettent d'aller au-delà des dimensions des Big Five, quoique, selon nous, les corrélations entre ces 4 variables et celles que constituent les Big Five sont suffisamment élevées pour modérer leur affirmation. Dans la même logique, Schaffer et Hall, 2006, proposent 3 variables: la flexibilité culturelle, le souci des autres, people orientation, et l'ethnocentrisme, qualité négative, comme autant de compétences dynamiques, complétant ainsi les critères de personnalité, celles-ci étant réputées stables et difficiles à modifier. D'autres recherches ont identifié les traits personnels, similaires à des traits de personnalité, avec l'intention de prédire la performance des expatriés. Par exemple, les personnes ayant une confiance en soi, self-efficacy, et une capacité d'autonomie, self-monitoring, élevée s'adaptent généralement mieux dans la rencontre interculturelle. Harrison, Chadwick, Esperluet-Scales, 1996. Hammer, Bennett et Wiseman, 2003, proposent un outil de mesure de la sensibilité interculturelle, censément capable de déterminer l'attitude de l'individu dans un continuum d'ouverture aux différences culturelles. Dans l'échelle développée par l'équipe de Matsumoto et Hall, 2001-2003, des dimensions similaires, notamment la stabilité émotionnelle, l'ouverture, la flexibilité et la créativité, ont été considérées comme pertinentes pour mesurer le potentiel d'adaptation interculturelle. Kelly et Meyers, 1999, proposent encore une mesure d'adaptabilité pour cerner ces compétences. D'une manière générale, Schneider et Barsou, 1997, ont établi une liste de compétences afin de gérer les différences rencontrées lors de l'expatriation, telles la capacité linguistique, la curiosité culturelle, la tolérance à l'incertitude et à l'ambiguïté, la flexibilité, la patience, l'empathie culturelle et une forte conscience de soi, strong ego, couvrant plusieurs dimensions clés des compétences culturelles. C'est cependant le travail d'Hurley et Hang, 2003, qui nous offre le modèle le plus intégré relativement aux compétences culturelles. Selon eux,
Ces dernières se composent des capacités analysables en 3 dimensions principales, à savoir cognitive, motivationnelle et comportementale. Autrement dit, les compétences culturelles ne sont pas qu'une question de compréhension ou de connaissance. Elles sont aussi liées à une capacité de transformation de la manière de penser, i.e., une croissance et un enrichissement de la capacité cognitive, à un engagement motivationnel, à une capacité émotionnelle, ainsi qu'à une capacité à agir de manière adéquate dans des contextes concrets. La première dimension, la dimension cognitive, inclut les aspects généraux et spécifiques des connaissances culturelles. Dans la rencontre interculturelle, il convient d'abord d'appréhender les différences culturelles au travers des normes et des valeurs des autres, pour ensuite agir adéquatement. Il est alors essentiel de développer des connaissances culturelles d'une manière générale, par exemple, à l'aide des études des dimensions culturelles comme celle de Hofstede, 1980-2001, Hall, 1976 ou Trompenars, 1993. Osland et Bird, 2000, ont repéré plus de 20 dimensions couramment utilisées en gestion. Même si elles présentent les cultures d'une manière quelque peu réductrice, ces études s'avèrent être un bon point de départ pour comprendre les différences culturelles à grande échelle. Par ailleurs, des connaissances de culture spécifiques sont indispensables pour agir dans un contexte précis. Par des études ciblées sur une culture, nous apprenons le système des normes et des valeurs et la manière même de penser cette culture. De plus, Hurley et Hang 2003 soulignent surtout la capacité cognitive à acquérir ces connaissances concrètes, appelées aussi par eux mégacognition. Autrement dit, il s'agit d'une capacité particulière de raisonnement, d'une capacité à appréhender et à accepter les informations incompatibles avec notre cadre normal, et à les interpréter correctement. Elle représente une capacité ou ressource cognitive élevée, à rester sensible et attentif aux indices culturels souvent implicites, i.e., mindfulness selon Thomas 2006. Nous privilégions cet aspect dans cet ouvrage en présentant des spécificités culturelles des organisations dans différentes régions, car elles sont le contenu concret de toute compétence culturelle. En fait, les connaissances culturelles spécifiques et les capacités cognitives générales se renforcent les unes les autres. Plus les capacités générales sont développées, plus il est aisé d'apprendre des connaissances spécifiques. De même, plus on dispose de connaissances culturelles spécifiques, plus nous pouvons affiner les capacités de flexibilité, de sensibilité et d'ouverture. La deuxième dimension porte sur l'aspect motivationnel ou émotionnel de l'interaction interculturelle. Face à l'incertitude, le stress, l'hostilité et la peur déclenchées par l'interaction interculturelle, le désir d'entrer dans une interaction interculturelle et de surmonter les défis dans la mobilisation des efforts cognitifs et émotionnels joue un rôle important pour sa réussite. Plus précisément, cette dimension motivationnelle est la force qui nous pousse à sortir de notre zone de confort et à entreprendre les efforts nécessaires pour comprendre les autres et contrôler les émotions négatives envers ces derniers à cause des différences culturelles. EG, sentiment d'hostilité, d'être dérangé ou menacé. 2 éléments contribuent à cette compétence motivationnelle. 1. L'efficacité et la confiance en soi, Hurley et Hang 2003. Et 2. L'ouverture aux autres cultures, Hang Van Dien et Sperluetko 2006. Ces 2 éléments correspondent bien au concept d'identité culturelle que nous abordons plus loin. La capacité de démontrer des comportements adéquats est considérée comme la 3e dimension clé des compétences culturelles, Hurley et Hang 2003. Être compétent culturellement revient aussi à appliquer les savoirs et les connaissances mentionnés ci-dessus dans des contextes précis en démontrant des comportements culturellement adéquats. En fait, il y a 2 niveaux de dynamique dans la dimension comportementale. 1. Avant de démontrer les comportements exigés, on commence souvent par une série de négociations en déterminant les règles appropriées du comportement dans une rencontre. 2. Une fois les règles du jeu définies, résultant en partie des jeux de pouvoir, on applique les règles pour s'adapter et assimiler ces comportements. Généralement, cette dimension comportementale exige une articulation étroite entre les connaissances et le comportement, tel que le fait de parler la langue de l'autre culture et d'assimiler les styles de gestion et de communication. Cela nécessite des apprentissages assez importants car l'on sait bien que savoir, knowing, n'est pas faire, doing. Ce faisant, il existe certains points critiques à clarifier dans la conceptualisation des compétences culturelles.
Par exemple, Johnson et al. 2006 constatent que la plupart des études ne distinguent pas, dans leur définition des compétences culturelles, les variables selon qu'elles sont en amont ou qu'elles sont influencées par des liens de causalité. Selon nous, les problèmes les plus importants issus de la conceptualisation des compétences culturelles résident dans la vision statique et le centre d'attention d'un niveau plutôt individuel. Autrement dit, les compétences culturelles sont souvent traitées comme des traits personnels apparemment peu modifiables. De plus, les études existantes ignorent couramment les variables contextuelles qui pourraient rendre ces compétences inopérantes. Dans les paragraphes suivants, nous proposons quelques réflexions qui permettraient non seulement d'intégrer les éléments principaux soulignés par les littératures existantes, mais mettraient en plus l'accent sur quelques dimensions dynamiques de ces compétences culturelles. 3. Les compétences culturelles, réflexion identitaire et contextuelle. Nous proposons dans cette section quelques pistes de réflexion de manière à pouvoir présenter notre approche conceptuelle des compétences culturelles, en abordant successivement les approches identitaires et contextuelles. 3.1. Approche identitaire. Il nous semble que l'identité culturelle joue un rôle important pour comprendre les compétences culturelles. L'identité renvoie à un sentiment d'appartenance à un groupe, d'une définition de soi pour répondre à la question « Qui suis-je ?» Teifel et Turner, 1979. Nous allons présenter dans les paragraphes ci-après 4 configurations d'identité culturelle qui expliquent, de notre point de vue, le degré auquel un individu peut mobiliser ses compétences culturelles. 2 dimensions d'identité interagissent et déterminent le niveau de compétences culturelles. Une identité culturelle liée à sa propre culture d'origine, et une identité culturelle liée à une culture spécifique ou à des cultures autres que les siennes. Certains chercheurs ont défini cette dernière comme étant une identité globale, Global Identity, Choquef et Erez 2006, voire une mentalité globale, Global Mindset, Masnevski et Lane 2003. Inspiré par les théories de l'acculturation, Berry 1990 et du biculturalisme, Laframboise et al. 1993, Bell et Harrison 1996, nous considérons que ces 2 identités culturelles ne s'opposent pas l'une l'autre, mais représentent 2 dimensions indépendantes. Autrement dit, il est possible qu'une personne possède à la fois une identité culturelle de soi très élevée et dans le même temps une forte identité aux autres, Ryder et al. 2000. Prenant ces 2 dimensions d'identité comme autant d'axes, nous pouvons présenter les configurations liées à l'identité culturelle dans la figure 1, confère page 25, d'une manière dichotomisée simpliste assurément, mais qui permet pourtant de saisir l'aspect dynamique des compétences culturelles. On peut sans doute facilement imaginer que les personnes ayant une forte identité culturelle de soi, et une forte identité aux autres cultures, une identité duelle, sont les plus compétentes dans l'interaction interculturelle, i.e. compétences multiculturelles. Cette identité duelle peut contribuer aux fortes compétences culturelles dans les 3 dimensions définies par Hurley et Hang 2003. Premièrement, les individus munis de ce type d'identité peuvent développer leur complexité cognitive à un niveau plus élevé, Benet-Martinez, Lee et Le, 2006, facilitant une compréhension profonde des autres cultures et l'apprentissage des connaissances spécifiques. Deuxièmement, ils sont davantage motivés par la rencontre interculturelle car d'une part, un fort ancrage identitaire implique une confiance en soi élevée et d'autre part, une identité ouverte aux autres cultures va de pair avec un intérêt à s'éveiller aux autres. Ces 2 composantes sont justement essentielles dans la dimension motivationnelle des compétences culturelles. Troisièmement, ces individus peuvent également développer un répertoire plus large de rôles et de comportements, Bell et Harrison, 1996, pour ensuite s'engager dans des comportements adéquats selon les normes culturelles en question. Les recherches sur les expatriés ont confirmé que leur capacité à s'identifier en même temps à leur culture d'origine et à la culture d'accueil joue un rôle important à toutes les étapes du processus d'adaptation, Mendeno Leodou, 1985, Sanchez, Spector et Sperluet-Cooper, 2000. Cette configuration identitaire, parce qu'elle amène à être culturellement compétent, est donc la plus désirable et la plus désirée. Les autres configurations identitaires présentées dans la figure 1 renvoient généralement à des compétences et à des performances de moindre qualité.
Il est évident que si une personne est à la fois faible en termes d'identité culturelle de soi et aux autres, il lui sera difficile d'établir une attitude satisfaisante, en termes de capacité et de motivation, pour entrer dans la rencontre interculturelle. Cette situation représente le plus souvent un enfermement culturel dans lequel cette personne s'isole de l'extérieur, sa performance culturelle étant par conséquent pauvre. Dans le cas d'un individu réputé fort sur une des identités culturelles mais pas sur l'autre, la situation devient plus délicate. À notre avis, la force d'une des dimensions identitaires, EG, identité culturelle de soi très élevée, ne saurait compenser la faiblesse de l'autre dimension, EG, identité aux autres dans ce cas. Dans ce cas de figure, la personne risque de se comporter comme un narcissique ethnocentrique qui ne voit que les côtés positifs de sa propre culture et applique ses normes et valeurs pour juger les autres, tout en ignorant leurs points positifs. Il s'ensuit qu'elle est susceptible de se montrer arrogante, agressive et d'adopter une attitude consistant à vouloir changer tout le monde, sauf elle. Dans le cas contraire, lorsqu'une personne dispose d'une identité et d'une ouverture extraordinaire aux autres cultures, mais qu'elle possède une identité faible de sa propre culture, elle court le risque de devenir culturellement déphasée, une personne qui tend à s'adapter à toutes les exigences culturelles pour plaire à tout le monde et qui finalement oublie qui elle est. Elle fera très probablement face à des difficultés à moyen ou long terme à devenir un véritable acteur interculturel. Figure 1. Modèle de l'identité duelle comme compétence culturelle. Cette approche identitaire nous permet d'aller au-delà d'une simple liste des compétences culturelles de nature statique, nous aidant à saisir et à comprendre leur aspect dynamique. Bien qu'une partie de nos identités culturelles s'inscrivent dans les histoires vécues de chacun, dans nos biographies, il existe une partie dynamique susceptible d'être activée par certains facteurs internes et externes. On peut de ce fait parler de stratégie identitaire, celle-ci représentant un choix individuel, donc dynamique et modifiable, en fonction de la situation, partiellement objective et partiellement interprétée par l'acteur en question, Camilleri et al., 1990, Nien et Kern, 2003. Un individu peut activement choisir ses stratégies identitaires dans l'interaction, pour atteindre ses buts. Néanmoins, ces choix stratégiques sont au moins en partie conditionnés par les situations contextuelles dans lesquelles l'interaction se déroule, Berry 1990, Pierre 2003, Delange et Pierre dans ce volume, Vinsonneau 2002. En conséquence, il n'est pas possible de mesurer les compétences culturelles d'un individu de manière purement statique, autrement dit, sans prendre en compte ses stratégies identitaires, qu'elles soient activement construites ou qu'elles soient déclenchées par les situations spécifiques en question. Cela nous conduit à introduire l'approche contextuelle dans nos réflexions sur les compétences culturelles. 3.2. Approche contextuelle. Si les compétences culturelles ne se limitent ni aux traits de caractère ni aux capacités individuelles, certains facteurs contextuels concrets s'imposent par contre dans l'interaction interculturelle pour en déterminer l'efficacité. Force est de constater que la dynamique sociale et politique influe à un degré non négligeable sur les stratégies identitaires adoptées par les acteurs d'une interaction. Plus spécifiquement, l'attitude des interlocuteurs d'autres cultures peut avoir une influence sur la façon dont un individu réagit et définit ses stratégies identitaires. Il ne faut pas oublier la nature interactive des compétences culturelles. On ne peut pas en effet être compétent sans tenir compte de la dynamique interactive avec l'autre partie dans les rencontres interculturelles, que ce soit au niveau individuel ou institutionnel. Selon Berry 2001, dans ses études sur l'immigration, la société accueillante peut démontrer 4 attitudes différentes face aux immigrés: multiculturalisme, aidant le développement de l'identité duelle, melting pot, encourageant les personnes culturellement déphasées, ségrégation, conduisant à un narcissisme ethnocentrique, et exclusion, produisant l'enfermement culturel. Une personne souhaitant démontrer une identité duelle ne pourrait, par exemple, pas le faire si ses interlocuteurs, individuellement ou collectivement, affichaient une attitude de ségrégation ou d'exclusion. L'attitude des autres sur ce point est particulièrement pertinente car elle renvoie à la question existentielle. La valeur et le droit d'exister en tant que tel, dans la perception des autres. Les raisons sous-jacentes des attitudes envers d'autres groupes culturels sont multiples. Des stéréotypes et plaisanteries ne manquent pas entre les pays européens voisins.
Parfois, ce sont les résultats de l'histoire. Souvent, les institutions politiques jouent également un rôle en arrière-plan. Des conflits et tensions politiques entre des pays peuvent aussi enflammer le sentiment d'hostilité. De plus, un sentiment de supériorité ou d'infériorité, lié au développement économique ou politique du pays, peut augmenter le malentendu ou constituer un véritable obstacle à la vraie compréhension et au respect mutuel. Berry, 2001, Vinsonneau, 2002. Les rapports de pouvoir contribueraient eux aussi à la dynamique des interactions interculturelles, dans lesquelles on doit souvent négocier le sens, les normes et les règles du jeu. Ces attitudes aux autres, résultant des facteurs ci-dessus mentionnés, créeraient certaines dynamiques conditionnant les stratégies identitaires choisies ou activées, pertinentes pour le développement et l'exercice des compétences culturelles. Cela ne veut pas dire que les stratégies identitaires d'un individu sont totalement conditionnées par le regard des autres. Bien au contraire, l'acteur dispose d'une certaine capacité de définir et formuler ses identités en face d'une situation, justifiant pleinement le terme de stratégie. Ce faisant, il convient aussi de reconnaître l'impact non négligeable des attitudes entre les groupes en interaction. En ce qui concerne le contexte culturel en général, la distance culturelle, indice résumant les différences culturelles entre deux cultures, semble aussi rendre l'interaction interculturelle plus difficile, affaiblissant ainsi les effets des compétences culturelles. Gomez-Meria et Palish, 1997. Ces réflexions poussent la conceptualisation des compétences culturelles au-delà d'une simple liste des capacités individuelles et aident à comprendre l'aspect dynamique de ces compétences. En outre, elles mettent la conceptualisation des compétences culturelles en contexte concret avec un cadre de multiples niveaux, individuel, de groupe ou organisationnel et culturel. 4. Vers un cadre dynamique et à niveaux multiples des compétences culturelles. Sans prétendre aboutir à un cadre théorique complet sur les compétences culturelles, l'intégration des éléments identitaires et contextuels nous permet de le rendre robuste en l'état actuel des connaissances, confère. Figure 2, page 29. En général, les compétences culturelles aident les individus à atteindre une plus grande efficacité dans leurs relations, comme cela a été indiqué dans les nombreuses études existantes citées plus haut. À cet égard, on insistera dans la figure 2 sur le lien entre compétences culturelles et performance. C'est à partir de ce lien principal que nous élaborons notre modèle, en ajoutant certains modérateurs contextuels qui permettent de saisir la dynamique des compétences culturelles, ainsi que celle des interactions interculturelles. Commençons par le niveau individuel. Dans ce modèle, les compétences culturelles sont analysées comme des capacités dont un individu dispose, quoique nous nous attachons aussi à comprendre jusqu'à quel point un individu parvient à mobiliser ses capacités réparties dans les 3 dimensions définies par Hurley et Hang, 2003. La personnalité détermine une partie de ses compétences, tandis que les stratégies identitaires de cet individu expliquent jusqu'à quel point il arrive à les mobiliser. Suivant les arguments de Berry, 1990, et Laframboise et al., 1993, nous soutenons qu'une configuration d'identité duelle contribue à un développement et une mobilisation effective des compétences culturelles, et par conséquent à une meilleure performance au travail et un bien-être individuel de meilleure qualité. L'identité duelle est, selon nous, un premier modérateur pertinent pour déterminer l'efficacité des compétences culturelles. Des facteurs contextuels influencent les stratégies identitaires ainsi que des compétences culturelles, ou plutôt leur efficacité. Par exemple, au niveau du groupe ou d'une interaction interculturelle directe, la composition de ce groupe, sa diversité, la présence du sous-groupe dominant, les rapports de pouvoir entre différents sous-groupes, peuvent déclencher certaines réactions particulières de stratégies identitaires au niveau individuel. Influencés par les situations économiques, sociales et géopolitiques entre pays et cultures, nous sommes socialisés par le biais d'attitudes figées à l'égard des autres, dans un doux mélange d'hostilité, de supériorité ou d'infériorité et de peur sous l'influence de propagande politique. Dès lors, nos stratégies identitaires individuelles ainsi que les perceptions ou les stéréotypes au niveau du groupe sont également au moins en partie dictées par des perceptions et des histoires d'interaction de plus haut niveau, celui du pays ou de la culture. La nature et la structure de l'interaction peuvent aussi s'imposer.
Le temps permettrait éventuellement aux individus concernés de comprendre les différences et d'apprendre à s'accepter et se respecter l'un l'autre. Mais le temps en soi n'est pas un remède garanti, car il est possible que les conflits et les malentendus s'aggravent au fil du temps s'ils ne sont pas gérés correctement. De plus, dans un contexte économique, l'exigence de performance est souvent très élevée, ce qui laisse peu de possibilités aux acteurs interculturels de prendre le temps de dépasser les obstacles culturels et se comprendre. Cela pourrait devenir un déclencheur de pression et de conflits. En outre, les collaborations de différentes natures exigent aussi des compétences variées, voire chevrillées dans ce volume, modérant les compétences à mobiliser chez un individu. Figure 2. Modèle dynamique et de niveau des compétences culturelles. Finalement, nous proposons l'idée que la distance culturelle peut également modérer l'impact des compétences culturelles individuelles sur les performances. Autrement dit, lorsque la distance culturelle est plus large, le lien entre les compétences culturelles et les performances est plus faible car il est plus difficile de traduire les différents systèmes de valeurs et de sens de l'un à l'autre. La nature duelle et dynamique des compétences culturelles. Ce modèle nous permet de saisir un certain degré de complexité duelle dans l'interaction interculturelle, à travers le biais du concept d'identité duelle. Souvent, l'interaction interculturelle nous oblige à faire face à des défis duels et à gérer des dilemmes culturels, Emden-Turner et Trompenars, 2000. À notre avis, la nature même des compétences culturelles englobe ce défi duel. D'une part, ces compétences sont enracinées dans une affirmation de soi-même forte, confiance et affirmation de soi. D'autre part, elles exigent aussi une ouverture extraordinaire aux autres, une capacité constante de voir les points manquants à apprendre, modestie. D'un côté, nous avons besoin non seulement d'un point de repère de soi assez stable. De l'autre, nous avons aussi besoin d'une flexibilité dynamique pour nous développer. Dans l'acquisition des connaissances culturelles, nous constatons également ce défi duel. Il nous faut obtenir des connaissances culturelles concrètes afin de les transformer en actions. Néanmoins, il faut aussi faire attention de ne pas tomber dans le piège des stéréotypes résultant le plus souvent de connaissances culturelles partielles et figées. Il est donc impératif de porter une attention simultanée aux exigences apparemment opposées ou contradictoires, de balancer constamment entre les deux points. On peut alors considérer les compétences culturelles comme un processus dans lequel on essaie de trouver un équilibre dynamique dans les défis duels d'une interaction interculturelle. Concevoir les compétences culturelles dans le cadre de ce modèle dynamique et contextuel suggère des implications cruciales en termes de formation et de développement. Tout d'abord, la promesse de formation deviendra d'autant plus réaliste qu'elle ne se focalisera pas uniquement sur l'effort devant amener à modifier des traits individuels relativement stables. L'accent pourra dès lors porter sur l'aspect dynamique, notamment les connaissances spécifiques d'une culture, mais surtout sur la capacité de gestion des stratégies identitaires. De plus, il ne faut pas oublier que malgré le fait que l'on peut avoir atteint un niveau de compétence culturelle très élevé, on fonctionne toujours dans un cadre de référence limité. On n'arrive jamais à épuiser la richesse de la diversité culturelle, et l'on ne sera jamais parfaitement à l'aise dans toutes les cultures. Par conséquent, la poursuite d'acquisition de compétences culturelles est un effort continuel. Autrement dit, les compétences culturelles impliquent un apprentissage permanent et un ajustement constant, résultant de l'observation des écarts par rapport aux performances attendues et des incidents critiques culturels identifiés. À l'aide du modèle dynamique proposé, un programme de formation peut aider les participants à orienter les énergies vers les capacités clés, à formuler les identités culturelles en fonction du contexte, et à rester ouverts et attentifs à cet apprentissage permanent dans le développement des capacités cognitives, motivationnelles et comportementales des compétences culturelles. En soulignant cette nature duelle et dynamique, nous espérons avancer d'un petit pas dans la compréhension fine des compétences culturelles. 5. Un aperçu du livre, aspect général et aspect spécifique. Les articles recueillis dans ce livre couvrent la dimension générale, mais aussi la dimension spécifique des compétences culturelles. Pour nous, développer les compétences culturelles est un processus de renforcement mutuel entre les deux composantes, si bien que plus les connaissances spécifiques dont nous disposons sont nombreuses, plus nos compétences culturelles générales seront développées,
et réciproquement. Nous invitons donc les lecteurs à se référer au modèle proposé ci-dessus en lisant ce livre, et à rester attentifs au va-et-vient entre les détails des spécificités culturelles et le cadre général des compétences souhaitées. Commençons par l'aspect général. Selon N. Delange et Pépierre, chapitre 2 de ce livre, penser la compétence interculturelle, c'est d'abord définir avec précision et nuance ces deux termes. C'est aussi reconnaître que l'exercice d'une compétence relève d'une dynamique itérative à la fois identitaire et sociale, à la fois regard sur soi et par l'autre. Située à la confluence d'une logique relationnelle et d'une logique d'appartenance, la culture peut donc s'analyser en tant que récit ou bien sous l'angle morphologique dans une perspective herméneutique. De la collusion des différentes cultures, l'analyse d'un tout par ses parties de façon singulière et simultanée permettra alors l'émergence des interstices culturels liés au changement ou aux confrontations, dont l'organisation constitue l'un des champs les plus prometteurs. En effet, si l'on postule qu'être compétent en situation d'interaction culturelle, c'est avant tout savoir s'adapter au changement en reconnaissant le poids décisif de la communication, alors les phénomènes de résistance face à la différence ou l'étrangeté gagneront à une meilleure appréhension des situations complexes par une approche interculturelle des acteurs et des contextes d'un point de vue historique comme micro- et macro-sociologique. L'innovation et l'adaptation au sein des organisations sont à ce prix. Comment aborder le management interculturel est la question centrale de l'article de S. Chevrier, chapitre 3 de ce livre, qui nous propose une approche contingente débordant les offres habituelles de recommandations générales sur l'ouverture et l'adaptation à l'autre. 3 axes sont proposés. Premier axe, une typologie de 8 situations de collaboration interculturelle selon les acteurs, les tâches, le contexte institutionnel, les modes de fonctionnement, la durée et une illustration. Deuxième axe, une typologie des modes d'ajustements interculturels dans une optique progressive d'acquisition ou d'apprentissage depuis l'adaptation spontanée de l'individu en passant par le développement de la convivialité et la gestion institutionnelle des cultures transnationales communes, jusqu'à la co-construction de synergies culturelles autour des différents univers de sens. Troisième axe, un essai de typologie des compétences mobilisées par les acteurs en équipe interculturelle qui, au-delà des compétences linguistiques et relationnelles d'un individu, plaident pour des compétences organisationnelles, lecture des signaux faibles et accès à l'informel en sus des processus formels, et enfin interculturelle, capacité à décrypter des sens divergents, distanciation collective. Demeure cependant la problématique du développement de telles compétences, la formalisation des modes d'apprentissage et la mise en place d'outils appropriés comme piste d'avenir pour leur application concrète au niveau des organisations. Passons ensuite aux connaissances culturelles spécifiques, commençant par la France présentée par P.H. Diribarne, chapitre 4 de ce livre. Selon lui, l'enracinement culturel du management français repose aux yeux de ses partenaires étrangers sur de bien singulières spécificités qui nourrissent une perception assez générale d'arrogance et d'étonnement malgré d'indéniables succès sur le marché mondial. Pour commencer, le sens conjugué de l'autonomie et du devoir prend appui sur les concepts ancien régime de noblesse et de rang avec des connotations statutaires et un corporatisme des métiers très éloigné des termes contractuels à l'américaine. De même, les rapports d'autorité obligent dans un contexte culturel français à soigneusement distinguer distance hiérarchique qui implique charge et prestige de pouvoir au quotidien que s'arroge chaque groupe professionnel. Dans le même esprit, il convient de s'interroger sur les difficultés rencontrées par le concept d'éthique d'entreprise dont les États-Unis sont si friands. Rapporté au sens du devoir et de l'honneur si répandu en France, ce terme apparaît comme une immixtion insupportable avec en sus, des procédures de dénonciation anonymes et un intérêt douteux, à force d'être affiché ouvertement. Grandeur et servitude de la fonction ou de l'entreprise induisent dans l'esprit français une attitude ou des pratiques éthiques qui vont de soi. Enfin, la perception même du client ou du fournisseur et des rapports qui en découlent diffère sensiblement selon que l'on privilégie le résultat dans le monde anglo-saxon ou plutôt la manière à l'instar du raisonnement français. Pour C. Barmeyer, chapitre 5 de ce livre, le microcosme interculturel franco-allemand est d'abord régi par un contexte de coopération et d'interdépendance accepté de part et d'autre. Au sein de nombreuses entreprises, les modes de travail et les styles de management diffèrent de façon évidente en termes de communication,
de gestion du temps et de leadership. Selon que l'on aborde la culture comme un système signifiant, comme un système de valeurs collectives issues de la socialisation ou encore comme un facteur de résolution des problèmes par des solutions diverses à des problèmes communs, ces trois concepts transcendent la culture elle-même dans ses composantes sociales ou générationnelles. Le cas d'une entreprise mixte du secteur aéronautique illustre parfaitement le dilemme que pose une perception différente, voire divergente du leadership. Entre autorité factuelle ou personnelle, accent mis sur la tâche ou la relation, participation ou directivité, chaque style a ses avantages et inconvénients face à un groupe. Dès lors, la préférence peut être facilitée par une approche de réconciliation des oppositions respectueuses des spécificités et non par bipolarisation. Une dynamique oscillatoire au sein d'un continuum prévaut lorsque les incidents critiques révèlent les facteurs clés de succès. Sur la base d'un modèle conceptuel développé par K.K. Wong, W. Y. Cheng, et Lee, chapitre 6 de ce livre, il s'agit d'explorer en quoi les notions de face et de faveur peuvent s'appliquer à différentes cultures, tout en soulignant l'apport spécifique du confucianisme chinois à travers son système de relations. En termes simplifiés, le demandeur de faveur se pliera aux 5 règles cardinales des relations sociales pour obtenir de l'allocateur de ressources ce qu'il attend en échange de sa déférence et de sa loyauté. Ceci permet de distinguer les modes d'organisation dans le monde chinois selon une perspective anthropologique, gestion patrilinéaire par les liens de sang, ou patriarcale par les droits d'aînesse masculins, sociologique, paternalisme par le développement de la relation et la protection accordée en échange de la soumission, ou économique, despotisme du marché sans contrat psychologique employeur-employé, monopole ou oligopole avec contre-pouvoir syndical. Dans ce cadre d'analyse, la culture familiale se trouve à la confluence de l'actionnariat et du pouvoir de décision. La culture hiérarchique évolue entre pouvoir décisionnel et management, tandis que la culture institutionnelle rassemble management et exécution, ce qui structure l'ensemble et permet de situer la PME chinoise devenue grande comme un modèle hybride entre la gestion confucéenne de ses origines et la gestion universaliste de l'Occident. Examiner l'influence des facteurs socioculturels en regard de la performance au travail et de l'efficacité organisationnelle dans un cadre général, puis dans le contexte coréen à titre d'illustration, voilà l'objet de l'article de S.V. Kim sur la Corée du Sud, chapitre 7 de ce livre. Après avoir défini le cadre conceptuel, l'auteur nous sensibilise aux systèmes de valeurs et de croyances multiples par leurs influences dont sont porteurs les Coréens. Il en résulte des caractéristiques sociales très homogènes liées à des modes de pensée, à des comportements et à des sentiments communs issus d'une histoire et d'un processus d'adaptation permanent. Selon lui, l'histoire récente de la Corée et son essor économique proviennent d'une combinaison complexe entre des facteurs humains tels que capacité et motivation forgés dans une logique d'entraînement et d'objectifs militaires, ainsi qu'une organisation martiale et planifiée de la reconstruction du pays au sortir de la guerre. D'où le lien indissociable qui s'est établi entre les grandes entreprises, concentrant l'essentiel des secteurs et des ressources, chaebol en coréen, et le gouvernement centralisé responsable des choix et des moyens alloués. Cette voie royale vers le népotisme et la corruption se distingue des pratiques japonaises en la matière, et constitue une culture d'entreprise plus individualiste et confrontationnelle que seule une éthique des affaires transparente saura canaliser. De l'avis de J.B.P. Sina, chapitre 8 de ce livre, pour comprendre la culture indienne, une approche historique permet là encore de mieux appréhender la vision hindoue du collectivisme cosmique, de l'ordre hiérarchique et de l'orientation spirituelle. Ce mélange de dévotion et de rationalité si déroutant a pourtant su intégrer l'expérience coloniale ainsi que la mondialisation, de sorte qu'il est aujourd'hui possible de parler de culture composite. Ceci donne une lecture parfois ambivalente entre un collectivisme familial et un individualisme privé, dont l'équilibre repose largement sur des données contextuelles, selon le degré de menace ou d'incertitude ressenti. Dans de tels cas, la réinterprétation des valeurs centrales évoquées plus haut peut conduire à des comportements reflétés par les organisations elles-mêmes. Modèle amoral centralisé où les dirigeants s'enrichissent par la soumission des collaborateurs, modèle familial avec prise en charge poussée des employés dans une logique de paternalisme, modèle souple dans lequel l'exigence de la production se mélange aux intérêts et activités personnelles avec bien des déviances.
La libéralisation économique des 20 dernières années plaide davantage en faveur d'un modèle global et performant type Tata Steel, ou encore d'un modèle indigène plus spirituel évitant les crises identitaires. Cependant, pour l'auteur, la forme la plus aboutie semble passer par un modèle multiculturel, sorte d'interface triangulaire entre la culture du pays d'origine, la culture globale et la culture indienne, qui autorise la cohabitation grâce à la souplesse unificatrice des Indiens eux-mêmes. Après un rappel judicieux et clair sur les principaux composants de la culture islamique et la primauté du fait religieux, El-Siag, chapitre 9 de ce livre, s'attache à concilier islam et management en passant en revue des éléments clés tels que la conception de l'homme, le système coopératif, la conception de la propriété, le pouvoir et la prise de décision. De cela, il ressort que culture islamique et performance organisationnelle ne sont pas incompatibles, si l'on adapte la théorie de la contingence sur la relation organisation-environnement à ce qu'il appelle des milieux de culture intense. Ceux-ci régissent par de fortes contraintes idéologiques ou religieuses constituent alors un environnement qualifié d'intangible. Ce type d'environnement va favoriser l'émergence d'une organisation isomorphique tant dans ses stratégies, ses structures que ses domaines d'activité. Si en outre, un milieu qualifié de doctrine intensif supporte un environnement institutionnel fort soutenu par l'État et ou la société, on obtient une homogénéité organisationnelle jusque dans la culture interne et les pratiques des acteurs, qui normalisent les comportements, dans une logique de conditionnement éthique d'inspiration religieuse. Ensuite, l'article de E. Camden, chapitre 10 de ce livre, nous amène en Afrique. Le recours à l'éthique comme enjeu et perspective pour le développement de l'Afrique dans un univers mondialisé, voilà une position qui mérite débat. Pour ce faire, il convient d'abord de voir l'éthique comme un état d'esprit et une authentique discipline personnelle, comme entrepreneuriale et sociétale, les limites de l'hégémonie des réseaux et des marchés financiers, des logiques d'action reposant sur le droit d'ingérence, en montrent l'impérieuse nécessité. D'une approche utilitariste dominante depuis plus d'un siècle et centrée sur la rationalité économique, il s'agit de passer à une approche déontologique dont la responsabilité sociale, la gouvernance traduisent l'interpellation éthique. Deux illustrations majeures alimentent cette réalité en Afrique. L'engagement des dirigeants locaux d'entreprises du Cameroun dans la lutte active contre le sida, et le procès international suscité par la production et l'utilisation des antirétroviraux en Afrique du Sud. Pour Ajoli, chapitre 11 de ce livre, évoquer des pratiques de gestion spécifiques à l'Amérique latine, c'est d'abord mesurer le poids de l'histoire coloniale à travers une forme de néo-féodalisme des relations, patrimoniale avec une oligarchie élitaire et une économie primaire d'exportation, identitaire par l'affirmation des apostrophes. Une culture artistique affranchie et des percées idéologiques, américanisée par son poids économique et social avec des gouvernements autoritaires, marginalisée par une dette publique écrasante, puis enfin relancée dans la course économique mondiale avec l'émergence de quelques multinationales et une décentralisation progressive du pouvoir. Ceci peinait de dresser un profil type du dirigeant d'entreprise latino-américain attaché à son environnement direct, famille, employés, région d'origine, ayant comme valeur de référence la loyauté des rapports personnels. Respect de la parole donnée, intérêt profond pour l'individu et sa famille, échange selon l'éthique du don contre don, le tout caractéristique d'un engagement lourd à l'intérieur du cercle des proches et des fidèles et d'une méfiance devant la menace extérieure. De la même manière, la réputation préservée et la religiosité syncrétique coexistent avec des signes extérieurs de modernité. Tenter de définir un apprentissage culturel dans les contextes variés de l'Europe centrale et orientale implique de comprendre ce terme comme une capacité combinatoire entre connaissance et observation sur le terrain, en vue de donner du sens, selon Teglobocar, chapitre 12 de ce livre. Partant de ce postulat, le balayage de ces cultures par les civilisations, les religions et l'histoire autorise à détecter des zones d'influence qui dépassent les frontières nationales actuelles. Trois civilisations dominantes, respectivement slaves, germaniques et ottomanes, ont diversement imprégné les pays d'Europe centrale et orientale. Communautaires et solidaires pour la première,
consensuel sur le travail bien fait pour la seconde, socialement distancié selon la place dans la société pour la troisième. De plus, la prise en compte des religions protestantes, catholiques et orthodoxes délimite assez clairement des zones de valeurs distinctes. Raison, rigueur et productivité au travail dans le premier cas, détachement des choses matérielles et marge de manœuvre dans l'action entre péché et absolution pour le second, présence marquée de mystère et de l'irrationnel dans le troisième. Quant à l'histoire, elle couvre une autre division des sphères culturelles et des caractères collectifs. Peuple sédentaire et pacifique face à ethnie guerrière, présence d'un État royal et d'un ordre bourgeois face à l'absence d'État et la soumission. Pour finir, des études croisées et des méthodes d'analyse centrées sur les stéréotypes, l'approche quantitative de Gert Hofstede et les cultures politiques de Philippe Dieribam, avec concentration sur la Pologne, la Hongrie et la Slovénie, ont démontré quelques pistes d'interprétation communes, mais aussi l'intérêt de l'apprentissage par soi-même en profitant le cas échéant tout en s'en méfiant, des similarités de traits culturels apparentes. Finalement, comme une note particulière dans cette collection, S. Bouchard, chapitre 13 de ce livre, nous présente les spécificités culturelles non seulement nord-américaines mais aussi professionnelles de camionneurs. Centré sur l'apport anthropologique même involontaire aux sciences de gestion, ce récit du nomadisme est parti d'une expérience d'immersion chez les peuplades amérindiennes du Nord canadien, pour aboutir sur une étude de l'univers des routiers ou camionneurs au long cours, dans la même logique de plongée culturelle qualitative en profondeur. Loin des recherches quantitatives de la psychologie industrielle, notre auteur a pris le parti de la subjectivité et du vécu en commun pour recueillir et analyser tout un monde de représentations, dont la philosophie de la force par la machine s'apparente au concept d'énergie vitale et de passage rituel de nombreuses peuplades animistes et porteuses d'une vision cosmique de l'existence. Dès lors, les notions de durée, temps imaginaire, esprit, instinct, plaisir, survie, liberté restituent l'humain dans sa vraie dimension, métaphysique et non gestionnaire. Le voyage peut à présent commencer. Les compétences interculturelles des managers mobiles en entreprise. Nicolas Delange et Philippe Pierre, Laboratoire interdisciplinaire pour la sociologie économique, CNRS. C'est au moment où ils auront pris pleinement conscience de l'irréductibilité de leurs différences, de leur impossibilité à communiquer d'une manière totalement satisfaisante, du caractère contingent de leurs liens, qui peuvent être limités et interrompus pour une infinité de causes et de toute façon par la mort. C'est à ce moment que les membres du groupe font l'expérience d'un lien qui survit à toutes ces expériences négatives et les englobe sans les nier. Max Page. 1. Introduction. La multiplication et la complexification des échanges entre pays riches sont deux des aspects les plus discutés et les plus immédiatement perceptibles de notre âge contemporain. Dans les entreprises mondialisées, parmi ces flux, la dimension humaine a pris au début des années 60 une importance sans cesse croissante et est venue renouveler les formes de mobilité géographique au travail. Ainsi, à cette époque, l'expatriation était le modus operandi dominant des entreprises qui envoyaient à l'étranger des cadres à potentiel pour réaliser des missions à risque en termes de danger physique ou de rudesse du climat, de conquête de nouveaux marchés ou encore à haute valeur ajoutée technologique. Ce modèle apparaissait alors en général comme unidirectionnel, où le siège social de l'entreprise était le point de départ et le point de retour de ces affectations de longue durée. Or aujourd'hui, cette dimension humaine est de moins en moins perçue comme transparente, mais de plus en plus coûteuse quand la mobilité géographique s'exerce en famille et est concurrencée par les pratiques d'impatriation ou de quasi-mobilité. Par exemple, le commuting en Europe avec des retours possibles en train ou en avion le week-end au foyer, des déplacements frontaliers faisant la navette quotidienne entre le domicile dans un pays et le bureau dans un autre. Pour les dirigeants, il s'agit de réduire à minima les coûts de transaction induits par ces mobilités, les coûts liés aux distances culturelles, dans la préparation et le travail de salariés mobiles géographiquement 8. À cette nouvelle dimension à prendre en compte, allait bientôt correspondre un nouveau type de manager. Le manager interculturel sachant justement analyser et composer avec les différents paramètres propres à chacune des cultures supposées présentes dans l'interaction au travail. Or, ce nouveau salarié cosmopolite, de quel savoir-faire devait-il disposer pour être un bon manager interculturel, vivant le passage de la bataille pour mieux produire à la bataille pour mieux concevoir?
Y a-t-il une compétence culturelle qui permettrait ainsi de pouvoir recruter dans ces équipes la personne qui aurait ce sens de la gestion de la diversité culturelle dans le contexte de l'entreprise? Comment penser simultanément unité d'une équipe d'hommes et de femmes au travail, quand nul ne peut douter de l'existence des autres, et diversité des trajectoires biographiques et des compétences qui la constituent? Et si les différentes cultures donnent des places et des fonctions différentes à la parole, à l'utilisation du corps, à l'expression des émotions, à la convivialité, au rôle, comment comprendre et faire travailler ensemble les salariés à la frontière de leur culture? Comment comprendre, par exemple, cette capacité à relier culture d'origine, culture d'entreprise et culture professionnelle de cet expert comptable anglais, né en Inde, marié à une Indonésienne, et recruté aux États-Unis pour le compte de la filiale d'un groupe industriel d'origine française qui se définit pourtant comme mondial? C'est à ces questions que nous tenterons d'apporter une réponse en questionnant la notion de compétence culturelle, ou plus précisément celle de compétences interculturelles dans la mesure où nous nous intéressons principalement à celles et ceux qui ont à gérer plusieurs cultures et se retrouvent par conséquent en position de médiateurs culturels entre leurs enracinements culturels d'une part, la culture de l'entreprise d'autre part et finalement, celle de leurs collaborateurs. Pour y parvenir, nous analyserons d'abord brièvement certaines des dynamiques à l'œuvre au sein des notions de compétences et de culture. La culture n'est pas un espace de sens unifié et hiérarchisé. C'est aussi une compétence et une capacité d'action, le produit d'une interaction humaine et d'effets imprévisibles de situations. Puis, dans un second temps, nous verrons pourquoi il n'existe à proprement parler aucune compétence interculturelle, mais que derrière ce vocable quelque chose d'autre nous fait signe. Une compétence d'ordre collectif qui ne peut pas être exercée par une personne seule, et qui fait que l'autre n'est pas le simple produit de sa culture, mais qu'il devient aussi co-constructeur des systèmes de règles culturelles qui mettent en forme les situations de travail. Toute expérience interculturelle peut être intelligible comme processus d'influence interindividuelle mobilisant de façon, parfois contradictoire et floue, les trois dimensions que sont le sens symbolique, l'intérêt et l'identité, et qui débouche pour l'individu au travail sur un processus de transformation de ses représentations qu'il cherchera à mettre perpétuellement en forme par l'acte narratif. Dès lors, un enjeu des gestionnaires en entreprise devient de prendre le pouls d'une culture en acte et non réifiée comme objet à lister, les fameuses aires culturelles, regroupant plusieurs pays d'implantation par exemple. 2. La compétence comme dynamique de reconnaissance du soi. Une première définition de la compétence interculturelle pourrait être la capacité d'un individu à savoir analyser et comprendre les situations de contact entre personnes et entre groupes de cultures différentes, puis à les gérer et valoriser dans le sens des objectifs de l'entreprise. On évoquera alors une compétence possédée par une personne et fondée sur des expériences vécues et analysées dans des contextes interculturels. Alors que certains expatriés, peu compétents dans une filiale se contenteront de représenter les intérêts de la maison mère et ne parviendront pas à assumer, malgré leur statut privilégié, une fonction de transmetteur d'un savoir instrumental exporté de chez soi vers l'autre. D'autres managers, en revanche, assumeront un rôle plus complexe de médiateur culturel, en aidant à la meilleure compréhension entre les deux parties, grâce à un savoir intégratif importé de chez l'autre vers chez soi. Disposant d'une capacité à arrondir un petit peu les coins, ils feront montre d'une expertise à la fois professionnelle liée à un métier, organisationnelle, connaissant les normes, les méthodes et les procédures propres à l'entreprise qui les emploie, et aussi relationnelle avec les milieux d'accueil pendant et en dehors des heures de travail. Ils ne considéreront pas la nationalité, de papier, d'un collègue comme le critère explicatif principal, voire unique, de ses comportements. Ils ne penseront pas non plus à l'extrême, que chaque peuple a un substrat historique particulier, production collective prévisible, que les gestionnaires devraient parvenir à découvrir et mieux comprendre, ni que les acteurs au travail sont parfaitement aptes à choisir, en fonction des lieux d'exercice, leurs enracinements et les réponses culturelles opportunes, mythe du global player partout adaptable. Seuls les managers les plus compétents sauront développer des compétences plurilingues et surtout une capacité d'intégration à l'étranger qui leur permettra, en principe, d'assurer une transmission accent aigu interprétée des acquis entre deux structures.
Ces managers sauront adapter les outils de recrutement ou d'évaluation du siège de leur entreprise au public qu'ils dirigent, aux qualités valorisées dans l'épaisseur du social et de l'histoire de leur environnement de travail. Il convient donc de savoir s'il existe chez les managers et candidats au management interculturel quelque chose qui les distinguerait des autres et qui en ferait de bons managers des différences culturelles. La réponse sera positive. On pourra alors nous répondre qu'ils doivent bien savoir communiquer, savoir écouter, savoir entendre leurs collaborateurs, acquérir une multiperspectivité dans la cognition, une tolérance à l'ambiguïté dans le domaine de l'affection, une flexibilité stratégique dans le domaine de l'action. Soit. Mais est-ce là ce qui caractérise réellement la compétence interculturelle, et non pas le propre des qualités inhérentes à minima à tout manager? De nombreux ouvrages ont décrit justement l'ensemble des instruments composant la boîte à outils du manager interculturel. Or, quiconque dispose d'un mètre, d'une équerre, d'un niveau et du nécessaire de maçonnerie n'est pas pour autant maçon. On est supposé qualifié pour la maçonnerie au pied du mur, mais on n'est réellement compétent qu'une fois ce mur achevé. Il en va de même pour le management des différences culturelles. Pour pouvoir les appréhender, encore faut-il soi-même avoir pu et su faire ce pas de côté permettant rétrospectivement de prendre conscience de sa propre culture. Avant d'aller plus avant dans notre compréhension des dynamiques à l'œuvre, interrogeons-nous sur les deux notions de compétence et de culture pour voir s'il existe entre elles certains entrelacs. 2.1. Esquisse autour de la figure de compétence. Compétence et qualification, l'inévitable quiproquo. Longtemps les notions de compétence et de qualification sont restées dans une situation de quiproquo. Comme le rappelle notre image du maçon et de son mur qui adviendra, la compétence ne saurait se décréter avant qu'elle n'ait pu être mise en œuvre, déployée. Bien entendu, afin d'acquérir une qualification, il aura fallu au préalable être examiné et donc a priori faire la démonstration de son savoir-faire. L'examinateur dans le milieu éducatif jugeant alors si ce qui a été accompli est conforme aux critères dont il dispose pour évaluer l'exercice ainsi réalisé. Cette situation d'examen repose sur le postulat qu'elle est similaire à une situation de travail. Dès lors, on suppose que qualification équivaut à compétence dans la mesure où la qualification correspond à la reconnaissance par un examinateur des acquis du candidat. Or il ne saurait y avoir d'équivalence entre la qualification et la notion de compétence de par leur rapport au temps. Si la qualification est acquise ponctuellement dans le temps, la compétence elle s'actualise de manière cyclique et itérative et coïncide de fait avec l'activité de celui qui est à l'œuvre. Ce décalage entre qualification et compétence, et la confusion entre ces deux notions, a eu depuis plusieurs décennies, des répercussions défavorables en entreprise dans les départements ressources humaines qui devaient aussi pouvoir s'adapter et faire acquérir de nouveaux process de travail à l'ensemble des personnels. Les hiatus entre qualification et compétences furent nombreux et l'on recensa alors toutes les qualifications nécessaires en dressant d'impressionnants référentiels qui, sitôt formalisés, pouvaient s'avérer dépassés et obsolètes du fait de l'unité qui les composait. À la différence de la qualification, la compétence est dynamique. Elle consiste en une appréhension d'un contexte par un acteur donné, et à la mise en œuvre de ses ressources pour éviter au système qui constitue son travail de devenir anthropique. Par exemple, la compétence d'un installateur informatique peut être fonction de ses diplômes, de ses expériences antérieures, mais sa compétence se constatera chaque fois qu'il parviendra, par exemple, à réparer un appareil en panne, parce qu'il aura su analyser ce qui mettait en péril le fonctionnement de l'appareil, le localiser et le résoudre. Il en va de même pour le médecin dont la compétence est corrélée à la pertinence de son diagnostic, pour les ingénieurs et leur capacité de gérer des projets sous contrainte de temps et de ressources et à toute autre activité professionnelle. Aussi la compétence est-elle une réactualisation itérative de la qualification. 2.2. La dynamique compétence. Dans une précédente contribution, nous avions exposé plus en détail comment l'entreprise pouvait intégrer une organisation modulaire articulée autour des compétences ainsi qu'à leur juste rétribution. La compétence est appréhendée comme la somme des instants qui font que l'acteur, par son travail, permet la maintenance d'un système. Or, alors que l'acteur met en œuvre sa compétence,
Il y a de facto une reconnaissance implicite ou explicite de son activité par autrui. Dans le cas du médecin, si son diagnostic est bon, alors les mots disparaîtront. Dans le cas de l'informaticien, vous pourrez de nouveau utiliser votre machine. Ainsi, la compétence ne vaut que si, une fois actualisée, elle est reconnue par autrui. C'est le regard d'autrui qui valide ou non la compétence et ce regard est de plus en plus pluriel avec la mobilité géographique. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.